Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser euh, quelques leçons, n'est-ce pas, d'après les 20 ans du 11 septembre ici aux États-Unis. Alors, je vous avais donné rendez-vous ce soir à partir de 20 heures, heure du Cameroun. Donc, je saisis l'occasion pour saluer tout le monde qui nous rejoint dans cette petite conversation. Je vous avais dit que nous allons chaque fois, les dimanches, nous retrouver, n'est-ce pas, pour analyser non seulement l'actualité, mais surtout tirer des conclusions, n'est-ce pas, qui peuvent inspirer les leaders africains sur le plan purement stratégique. Donc, nous allons parler du 11 septembre, de la guerre contre le terrorisme et surtout des conséquences de cette guerre contre le terrorisme à travers le monde entier. Donc, je suis le docteur Abdoulaye Aziz Charé. Ça tombe bien parce que je suis encore à New York, ce qui veut dire que les festivités qui ont marqué cet événement se sont déroulées sous nos yeux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les leçons par rapport à ces attaques, n'est-ce pas, qui ont frappé les États-Unis en plein cœur de Manhattan. Et nous allons pouvoir expliquer des enjeux dans ce conflit international qui a pris 20 ans, parce que ça fait beaucoup d'années. C'est une guerre qui a vraiment décimé des milliers de personnes. Déjà, le 11 septembre, les Américains, en 2001, ont perdu plus de 3000 personnes dans les décombres des tours jumelles. Et ce qui s'est passé après a été encore beaucoup plus terrible que les dégâts, n'est-ce pas, matériels et en personnes humaines ici à Manhattan. Parce que rien que dans les rangs de l'armée de l'armée américaine, ils ont perdu plus de 15 000 soldats dans les combats pendant 20 ans. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan et un peu partout dans le Moyen-Orient, les Américains ont perdu plus de 15 000 hommes. Ça, c'est énorme en termes de pertes humaines. Mais pour quel résultat? C'est là où nous avons un contraste. Et je veux là attirer votre attention plutôt sur les retombées politiques de certaines décisions sur le plan géostratégique. Donc, rappelez-vous qu'en 2001, ce sont les néoconservateurs qui étaient au pouvoir. Et George Bush était le président républicain. Donald Rumsfeld était le ministre de la Défense. Et tout ce que nous avons vécu après, c'était terrible. La chasse contre Ben Laden en Afghanistan, n'est-ce pas? Déjà, la guerre éclair contre l'armée des talibans, ça n'a pas pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, de se défaire, n'est-ce pas, de l'armée afghane dirigée par les talibans. Pourquoi ça a été facile pour les États-Unis de faire tomber, n'est-ce pas, le régime de Kaboul, dirigé à l'époque par les talibans? Tout simplement parce que nous savons, les États-Unis, quand ils décident, n'est-ce pas, d'une campagne militaire, tout le monde sait qu'il y aura des bombardements massifs parce qu'ils ont, n'est-ce pas, la prééminence aérienne sur le plan purement des opérations militaires. Ce qui fait que les Afghans sont des soldats, ils sont aussi nationalistes, ils sont des fondamentalistes, ils ont des convictions et ils ne sont pas facilement soumis. Vous comprenez? C'est-à-dire que voilà un pays qui est presque à 60 ans de guerre. Parce que ce que vous voyez là, ils ont d'abord fait la guerre
contre les Russes. Et ceci pendant au moins 12 ans. Vous comprenez? Jusqu'à ce que la Russie est tombée. Parce que vous savez, la Russie était au départ une fédération. Après la guerre en Afghanistan, ce qui s'est passé, c'est la perestroïka, c'est-à-dire la destruction, n'est-ce pas, de la fédération russe. Et ensuite, la chute du mur de Berlin. Et après la chute du mur de Berlin, le bloc communiste a été complètement désemparé. Les conséquences de la chute du mur de Berlin, c'est les mouvements démocratiques, n'est-ce pas, sur le continent africain. Même si, par la suite, une trentaine d'années plus tard, on assiste à un retour, n'est-ce pas, des putschistes, n'est-ce pas, au pouvoir dans ces pays africains. Les gens ont eu beaucoup d'espoir qu'avec la chute du mur de Berlin, les démocraties devaient s'installer un peu partout en Afrique. Les Américains aussi ont voulu exporter la démocratie avec les bombes. On a donc assisté à une espèce de guerre de civilisation où d'un côté, on nous vendait, n'est-ce pas, les mérites de la démocratie, mais curieusement, les alliances se faisaient avec des dictateurs. C'est ça le paradoxe, n'est-ce pas, de la démocratie des bombes. C'est comme ça qu'on doit les appeler. Donc, nous avons tour à tour eu la guerre en Irak contre Saddam Hussein, qui a été éventuellement pendu, n'est-ce pas, en Irak, un vendredi, je crois, en 2003, quelque chose de ce genre. Et ensuite, la chute, n'est-ce pas, du gouvernement taliban, qui revient 20 ans après au pouvoir, avec la négociation de l'administration américaine pour avoir un gouvernement taliban. Je veux marquer une pause ici, plutôt pour vous expliquer le cynisme, n'est-ce pas, des dirigeants occidentaux quand leurs intérêts sont menacés. Donc, vous avez les États-Unis qui envahissent l'Afghanistan, qui combattent pendant 30 ans, qui perdent des milliards de dollars, qui investissent énormément dans ce qu'ils appellent le nation building. C'est-à-dire qu'on vient dans votre pays, on destitue le gouvernement, éventuellement avec la violence, et on essaie de former l'armée régulière du pays. On installe ceux qui vont être acquis, n'est-ce pas, à la défense des intérêts stratégiques des États-Unis. Et malheureusement, ils sont confinés à Kaboul. Parce que les talibans comprennent leur pays. Ils sont rentrés dans l'arrière-pays. Ils sont allés au Pakistan, par exemple. Et tout le commandement militaire, n'est-ce pas, des talibans se retrouvait à la lisière de l'Afghanistan et du Pakistan. Mais entre-temps, il y a aussi, n'est-ce pas, la guerre de proxy entre les États-Unis, la Russie, l'Iran, n'est-ce pas, et tous ces pays qui ont de l'influence à l'intérieur de l'Afghanistan. La Turquie est impliquée dans ce jeu de tractation. Il y a donc un important jeu d'alliance qui s'opère, n'est-ce pas, suite à cette intervention américaine, n'est-ce pas, sur le sol afghan. Alors, maintenant, lorsque les Américains décident de retirer leurs troupes d'Afghanistan, ils laissent, n'est-ce pas, un vide que les talibans n'ont pas hésité d'occuper en moins de 2 semaines. C'est-à-dire quand l'administration américaine décide de retirer les troupes américaines, n'est-ce pas, de l'Afghanistan, les talibans ont pris au maximum 2 semaines pour occuper le palais. Parce que le gouvernement afghan a fui pour aller au Qatar. Et je veux aussi rappeler là le rôle du Qatar dans les négociations entre les États-Unis et les talibans. Parce que c'est là où il faut lire certains enjeux. Les Américains ont négocié avec le leadership taliban au Qatar. Et dans les conclusions de ces accords, les Qataris ont accepté d'héberger le gouvernement taliban qui devait éventuellement tomber. Le gouvernement afghan qui devait éventuellement tomber et accepter sur son sol les réfugiés afghans. Et quand on parle des réfugiés, ce sont ceux-là qui étaient fidèles à l'administration afghane qui a gouverné pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire durant l'occupation américaine. Mais les talibans ont accepté le deal. Les talibans ont dit, voilà,
Nous voulons la réconciliation. Si vous pouvez faciliter, n'est-ce pas, ces échanges-là, l'essentiel pour nous, c'est de récupérer notre pays. Ceux qui veulent rester, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent partir, ils peuvent partir au Qatar. Le plus important pour nous, c'est leur départ du gouvernement. Donc, ils ont donc conclu ces accords. Les Américains ont eu des garanties par rapport à la sécurité de leurs troupes que la condition pour eux de sortir tranquillement de l'Afghanistan, c'était, n'est-ce pas, que la sécurité du personnel américain et de leurs soldats soit assurée et que les talibans n'attaquent pas, n'est-ce pas, les soldats américains sur le sol afghan. Alors, les talibans ont accepté cela, sauf que à la dernière minute, il fallait donc détruire des informations confidentielles dans les bases militaires américaines, que ce soit au niveau de la plus grande base militaire ou bien dans les aéroports qui traquaient les entrées et les sorties, n'est-ce pas, du pays, parce que c'est un pays important qui a extrêmement beaucoup de richesses, n'est-ce pas, sur son sol. Ça peut dire le pétrole, l'uranium, de l'or, le cuivre, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour cela que sur le plan géostratégique, on dit de l'Afghanistan que c'est un gâchis, n'est-ce pas, en matière de matières premières, n'est-ce pas. C'est pour cela qu'il y a effectivement la convoitise de ce pays pour contrôler, n'est-ce pas, ces matières premières. Parce que ce que les gens ne comprennent pas dans la guerre en Afghanistan, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui pousse les Américains à envoyer ces soldats dans un pays aussi hostile pour en perdre 15 000 soldats et en perdre des milliards de dollars? Ça, c'est presque le désert. C'est-à-dire que les gens là-bas souffrent, ils vendent la cocaïne, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Ce qui est important, c'est son sous-sol, parce que ces réserves-là vont dicter, n'est-ce pas, la situation économique du monde entier durant les prochains siècles. Hein. Donc, ce qui veut dire que celui qui contrôle le sol afghan en matière géostratégique contrôlerait également l'économie mondiale durant les prochains 50 ans. C'est pour cela que ce sacrifice-là est important, pour empêcher justement les puissances, n'est-ce pas, qui sont en compétition avec les États-Unis, de tomber sur cette manne. Ce qui veut dire que quand vous voyez les Américains retirer leurs troupes aujourd'hui, là-bas, ça veut dire que les objectifs stratégiques qui ont été définis par les néoconservateurs pendant 20 ans ont été atteints. Ils ont réussi, par exemple, à freiner l'avancée de la Chine, l'avancée de la Russie, qui sont leurs compétiteurs immédiats sur le plan purement géostratégique. Ils ont suffisamment miné le terrain pour empêcher l'exploitation de certaines zones stratégiques qui peuvent créer un déséquilibre sur le plan de la compétition. Voilà donc la raison qui a poussé, par exemple, les États-Unis à envahir des pays les plus importants dans le Moyen-Orient pour essayer de freiner, n'est-ce pas, l'avancée fulgurante, que ce soit de la Chine ou de la Russie, qui sont un tandem important dans la compétition géostratégique sur le plan, n'est-ce pas, de la direction des affaires du monde. Et un autre aspect qui est aussi très important, le commerce international jusqu'ici se fait en dollars. Or, lorsque le commerce, n'est-ce pas, est fait en dollars, il va de soi qu'on doit également contrôler les matières premières à travers le monde. C'est pour cela que vous avez des bases américaines un peu partout. Donc, je dis tout ceci pour attirer l'attention des Camerounais, de ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, des analystes un peu naïfs qui voudraient faire croire que les Américains ont perdu la guerre et voilà, c'est pour cela qu'ils fuient l'Afghanistan. Non. Que ce soit au Vietnam, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan ou en Libye, dans tous ces pays-là, les Américains n'y vont pas pour gagner une guerre. Comprenez-moi très bien. Parce que ça veut dire quoi gagner une guerre? Est-ce que vous avez entendu tous ces pays-là, par exemple, envahir les États-Unis pour dire que voilà, ils ont infligé une humiliation à la puissance militaire américaine? Non. Aucun pays, je dis même la Russie ou la Chine, ne peut prendre le risque de venir attaquer les Américains sur leur sol. Ils ne peuvent pas.
D'ailleurs, personne n'a jamais osé cela. En dehors des attentats du 11 septembre, on ne connaît à travers le monde aucun pays qui a eu le zèle de frapper les États-Unis sur son sol sur le plan purement militaire. À la moindre mesure, le Japon, avec le conflit de Pearl Harbor, a tenté cela, mais nous connaissons la suite. Cela a engendré des attaques nucléaires, n'est-ce pas, sur Nagasaki et Hiroshima. Et c'est justement ce que redoutent les grandes puissances qui sont en compétition avec les États-Unis. Donc, personne parmi les pays puissants dans le monde ne peut donc prendre le risque d'attaquer en premier les États-Unis, sinon les représailles, ce sont les attaques nucléaires. Et personne ne peut tenter, n'est-ce pas, de risquer les représailles nucléaires de l'armée américaine. Donc, il y a donc cette force de dissuasion, n'est-ce pas, d'abord des États-Unis sur le plan purement conventionnel, parce que c'est l'un des rares pays avec beaucoup de navires de guerre, c'est-à-dire des plateformes dans l'océan Atlantique ou bien un peu partout dans le monde, où ils peuvent mener des opérations militaires pendant 1 an sans avoir à toucher le continent. C'est-à-dire que si vous déclarez la guerre aux États-Unis, il suffit pour les États-Unis de venir installer des bâtiments de guerre en plein océan Atlantique sans avoir à chercher des bases militaires. Parce que les gens cherchent des bases militaires un peu partout parce qu'ils n'ont pas de plateformes aussi puissantes que les États-Unis pour faire la guerre de projection. Et voilà pourquoi les États-Unis, jusqu'ici, restent la superpuissance militaire mondiale par rapport à d'autres pays qui sont ses compétiteurs immédiats, comme la Russie, comme la Chine et peut-être, dans la moindre mesure, les pays occidentaux réunis autour de l'Union européenne. Sauf que l'Union européenne est alliée aux États-Unis dans l'OTAN, n'est-ce pas? Et dans cette configuration-là, si vous attaquez les États-Unis, l'OTAN va déployer l'armée pour venir, n'est-ce pas, au secours des États-Unis. Alors, maintenant, revenons à la configuration des Nations Unies aujourd'hui, avec le droit de veto, n'est-ce pas, de ces pays-là. Quand vous avez les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre et la France, voilà les 5 pays qui ont le veto au niveau, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité. Quand vous avez ces pays, ils sont aussi représentés à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale du commerce. Et dans ce jeu d'intérêts, ils s'arrangent toujours, même en conflit, à se protéger au niveau du Conseil de sécurité. Ce qui fait que, dans une situation de conflit d'intérêts, la Chine va, n'est-ce pas, adresser la menace du veto, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme la France, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez, au niveau du Conseil de sécurité, donc, la France, l'Angleterre et les États-Unis, qui sont dans une logique d'alliance parce qu'ils appartiennent à l'OTAN. Et vous avez de l'autre côté la Chine et la Russie, qui sont l'ancien bloc communiste. Et dans cette configuration-là, vous avez 3 veto contre 2 veto. Maintenant, qu'est-ce qui fait, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, diplomatique, n'est-ce pas, des États-Unis? C'est d'abord au niveau du commerce international, où le commerce international se fait, pour la plupart des cas, avec le dollar américain. Maintenant, sur le plan militaire, personne ne veut se créer des problèmes avec les États-Unis, avec sa puissance militaire, ce qui fait que le bloc de l'OTAN, qui réunit l'Union européenne et une partie de l'Afrique, a déjà, n'est-ce pas, sur le plan international, une influence intéressante. Maintenant, tous les pays non alignés essaient de se mettre ensemble, mais personne ne prend le risque, n'est-ce pas, d'entrer en conflit avec le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis. Et voilà pourquoi, sur le plan intérieur en Afrique, ceux qui font la politique doivent tenir compte, n'est-ce pas, de ces réalités que je viens de vous présenter. Parce que sur le plan de la diplomatie, chaque président africain a intérêt à bien analyser la complexité de ce que je viens de vous décrire là, pour ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, d'un bloc et avoir des sanctions économiques qui peuvent avoir des répercussions sur la stabilité du pays. Voilà pourquoi, par exemple, n'est-ce pas, durant les années d'indépendance, le Cameroun est l'un des rares pays qui a engagé une rébellion armée contre la colonisation française. Exactement comme le schéma qu'il y a eu en Algérie. Sauf qu'au Cameroun, le bloc communiste n'était pas suffisamment représentatif pour créer, n'est-ce pas, l'équilibre de terreur sur le plan, n'est-ce pas, des opérations militaires à l'intérieur du Cameroun. Donc,
pour dire en très peu de mots que l'UPC, qui était allié, n'est-ce pas, au bloc communiste, n'a pas eu le soutien militaire, que ce soit de la Russie ou de la Chine, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, des Arabes en Algérie, qui avaient, n'est-ce pas, ce soutien-là. C'est pour cela qu'ils ont réussi à défaire l'armée française en Algérie. Parce qu'il faut vous rappeler que la France a perdu la guerre d'Algérie. La France a également perdu la guerre au Vietnam. Voilà les 3 pays qui étaient impliqués dans une guerre contre la colonisation. Le Vietnam, le Cameroun et l'Algérie. Et à la moindre mesure le Cambodge. Mais au Cameroun, malheureusement, l'UPC a perdu la rébellion armée. Donc, nous continuons à subir, n'est-ce pas, les séquelles de cette défaite militaire de l'UPC au Cameroun. C'est pour cela que le changement est devenu compliqué au Cameroun parce que, déjà, se lancer dans une rébellion armée où nous avons perdu avec l'UPC qui était un mouvement nationaliste, cela a traumatisé les générations de Camerounais pendant très longtemps, en sorte qu'aujourd'hui, les Camerounais même qui sont lancés dans l'opposition redoutent, n'est-ce pas, ce genre de violence et cela, du coup, grippe les mouvements libéraux au Cameroun qui tendent, n'est-ce pas, à faire des mouvements pour arriver au changement. Donc voilà l'une des conséquences de la mauvaise lecture des alliances géostratégiques entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Alors, par contre, les pays comme l'Angola, les pays comme le Mozambique et bien d'autres pays se sont vraiment battus jusque dans les années 75 pour pouvoir atteindre leur libération. Les pays comme le Zimbabwe, n'est-ce pas, se sont battus éventuellement avec l'aide du bloc communiste, comme j'ai dit, c'est-à-dire le Cuba, qui a même eu une base militaire avancée en Afrique de l'Est. Donc, pourquoi on vous explique tout cela? C'est pour vous dire que la guerre contre le terrorisme lancée en 2001, c'est un peu un prétexte que le bloc de l'OTAN a utilisé. C'est-à-dire, une fois qu'il y a eu l'attaque du 11 septembre, les Américains ont voulu remodeler le Moyen-Orient à leur avantage. Mais la Russie ne s'est pas laissée faire. Parce que vous avez, par exemple, pour ceux qui lisent, n'est-ce pas, les cartes de l'Europe et de l'Asie ou bien de l'Euro-Asie, durant les 20 ans de combat contre le terrorisme, qu'est-ce qui se passe? La Russie a réussi à prendre une partie de la Géorgie pour contrôler, n'est-ce pas, le mouvement du gaz, des pipelines qui vont, par exemple, de l'Ukraine vers l'Europe centrale, quelque chose de ce genre. C'est même ce qui justifie la guerre en Syrie. Alors, quand les Russes bloquent South-Ossétie et Abkhazia, n'est-ce pas, à l'intérieur de la Géorgie, il faut que les Américains trouvent les voies de contournement et le seul pays qui pouvait constituer ces voies de contournement, c'est la Syrie. C'est la raison pour laquelle il y a la guerre en Syrie, pour frayer un passage du gaz, n'est-ce pas, de l'Euro-Asie vers l'Europe. Donc, ça n'a pas toujours marché parce que la Russie a déployé toute l'armée aérienne de la Russie avec, n'est-ce pas, les batteries antimissiles pour protéger son allié syrien, c'est-à-dire le président Bachar al-Assad. Alors, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, a voulu intervenir aux côtés des États-Unis pour essayer de créer un déséquilibre. Cela a créé donc un conflit entre les Russes et les Turcs. Je vous rappelle que la Turquie avait abattu un avion de guerre, n'est-ce pas, de la Russie dans le conflit syrien. Et Poutine a profité de cette occasion-là pour installer les batteries antimissiles au nord, n'est-ce pas, de la Syrie. Et dans ce cas, c'est devenu compliqué. Or, les États-Unis devaient protéger son allié de toujours, c'est-à-dire Israël. Voilà pourquoi vous avez eu l'entrée en opération du Hezbollah, qui est l'allié de l'Iran. Et je vous rappelle que ce conflit, n'est-ce pas, est aussi alimenté par l'Iran, qui cherche à devenir une puissance régionale.
Dans ce conflit également, l'Arabie Saoudite a investi beaucoup de moyens pour renverser le gouvernement de Bachar al-Assad et couper les pieds, n'est-ce pas, de l'Iran qui faisait une incursion sur le sol syrien pour contrôler le Liban et être, n'est-ce pas, en confrontation avec Israël. Donc vous voyez qu'il y a une confluence, n'est-ce pas, d'alliances dans le Moyen-Orient qui rend le débat géostratégique très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les États-Unis sont en Afghanistan. Cela crée moins d'inquiétude, n'est-ce pas, pour son allié israélien. Les États-Unis également sont en relation avec l'Inde, qui est en difficulté avec le Pakistan. Et le Pakistan a intérêt à soutenir les talibans parce qu'ils ont intérêt à ce que les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan pour regagner, n'est-ce pas, le combat géostratégique parce qu'ils ont les armes nucléaires également. Donc, vous voyez la complexité de ce que je viens de vous présenter. Et tout part du 11 septembre, vous comprenez? On essaie de redéfinir les cartes, n'est-ce pas, dans l'Euro-Asie, dans le Moyen-Orient, en Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est le jeu d'intérêt, c'est le jeu d'alliance pour contrôler déjà les matières premières et pour avoir de l'influence, parce que celui qui contrôle les matières premières sur le plan des jeux d'alliance a, n'est-ce pas, des pressions diplomatiques pour dicter sa volonté sur le plan purement économique et sur le plan géostratégique. Et c'est ce que les États-Unis font. Donc, ceux qui n'ont pas une finesse dans la lecture de la complexité que je viens d'exposer là, peuvent tomber dans la facilité d'analyse à faire croire au monde que les Américains ont perdu la guerre en Afghanistan, alors qu'en réalité, les Américains se battent plutôt pour reconfigurer les alliances et en tirer excessivement profit. Parce que quand vous avez des alliances, n'est-ce pas, dans le Moyen-Orient, vous contrôlez le commerce, n'est-ce pas, de ces matières premières avec le dollar, vous vous frottez les mains. C'est exactement ce que les Américains sont en train de faire. Dire que les Américains ont perdu la guerre en Afghanistan, par exemple, voudrait dire que les Américains ne font plus les transactions économiques là-bas en dollars. Or, tout ce qui se passe là-bas se fait encore en dollars. On n'a pas introduit le rouble russe là-bas, on n'a pas introduit le yen chinois là-bas. Donc, effectivement, le plus grand enjeu dans ces combats, c'est que le commerce continue à se faire avec le dollar américain. L'autre élément, et c'est très important, c'est la situation, n'est-ce pas, de l'Iran par rapport à ce conflit. Après, dans le retrait, n'est-ce pas, de l'armée américaine en Afghanistan, les Turcs ont investi l'aéroport de Kaboul pour, n'est-ce pas, prendre le contrôle de cet aéroport-là. Les Américains, eux, négocient avec le Qatar, parce que c'est le Qatar qui détient l'essentiel de l'ancienne administration afghane, et ça représente un pilier important au niveau des transactions économiques, parce que les talibans auront besoin de l'argent pour financer leur gouvernement. Et sur le plan purement militaire, les Russes font leur entrée en Afghanistan en devenant des alliés nouveaux des talibans qui les ont chassés en Afghanistan, pendant que le gouvernement afghan, qui était au départ l'allié des Américains, se retrouve hors du pays, au Qatar. Mais il y a les enjeux de la reconstruction également, parce que la reconstruction va se jouer entre le Qatar, par exemple, et les Turcs, n'est-ce pas, qui ont intérêt à gagner du terrain sur le plan des mines qui sont très riches, n'est-ce pas, sur le sol afghan, les matières premières. Vous savez, les Turcs, n'est-ce pas, se sont engagés en Syrie pour avoir l'opportunité d'exploiter les matières premières de la Syrie. Ça a capoté. Ils n'ont pas réussi ce coup-là. Donc, quand les Américains quittent l'Afghanistan, ça donne la possibilité aux Turcs, n'est-ce pas, de se lancer en aventure de ce côté pour profiter donc des travaux de la reconstruction d'une part et ensuite de l'exploitation de certains gisements de matières premières sur le sol afghan. Donc, maintenant vous constatez effectivement que l'attentat du 11 septembre n'était qu'un prétexte, n'est-ce pas, qui avait des enjeux économiques importants, extrêmement importants. Et les Américains ne pouvaient pas laisser passer, n'est-ce pas, cette chance
de redéfinir la carte du Moyen-Orient. Vous comprenez? Et là, je n'ai même pas parlé de l'Afrique, parce que ce que vous devez comprendre dans ce jeu de reconfiguration du Moyen-Orient, c'est que les Égyptiens, par exemple, étaient en difficulté dans ces jeux d'alliance, parce que les frères musulmans ont une alliance, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les Iraniens, ce qui fait que quand on a renversé le président Morsi, l'essentiel, n'est-ce pas, du gouvernement des frères musulmans s'est retrouvé dans une alliance avec, par exemple, les Iraniens et les Turcs également. Ce qui fait que le gouvernement de Mohamed El-Fattah, je crois que c'est El-Sisi, le président actuel de l'Égypte, ce gouvernement a l'ancien tacite des États-Unis, par exemple, et d'Israël, ce qui fait que les Turcs soutiennent les frères musulmans à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'Égypte, ce qui crée le froid entre l'Égypte et la Turquie. La Turquie vient de faire incursion en Libye, qui est à la frontière égyptienne, et le Qatar aussi est intéressé par le pétrole libyen, parce que le Qatar exporte également le pétrole. Ils sont dans l'OPEP, et ce sont dans les jeux d'intérêt où on s'efforce, n'est-ce pas, à contrôler le marché des transactions pétrolières. Si on peut créer le chaos en Libye et empêcher à ce que la Libye ne devienne un compétiteur sérieux au niveau de l'OPEP, vous comprenez que voilà les enjeux stratégiques sur le plan purement économique. Chacun se bat pour maintenir ses intérêts, chacun se bat pour contrôler les hégémons dans cette région-là, afin d'avoir les marges de manœuvre pour se tirer du jeu purement stratégique. La Russie, quant à elle, a déjà la Syrie, ensuite l'Iran, et vend du matériel militaire pour essayer, n'est-ce pas, de s'en sortir par rapport aux sanctions américaines. Je vous rappelle que les Américains, après les élections de 2016, où Donald Trump a gagné éventuellement la Maison-Blanche, l'Amérique a appliqué des sanctions sévères sur la Russie. Donc, la seule possibilité pour la Russie, n'est-ce pas, de contourner ces sanctions, c'était de vendre les armes à des alliés comme par exemple la Syrie, l'Iran et la Turquie. Vous comprenez? Donc, les batteries antimissiles que les Russes ont vendues dans ces régions-là pouvaient ramener beaucoup de devises, n'est-ce pas, à l'administration de Poutine. Ils ont également envahi le Crimée, n'est-ce pas, en Ukraine, pour se positionner dans cette région-là. Et voilà autant de tractations entre les grandes puissances qui se contrôlent. Et il y a aussi un développement intéressant au niveau de Coréens du Nord. Les États-Unis sont en Corée du Sud et au Japon, et la Russie, quant à elle, est l'allié naturel de la Corée du Nord. Donc, vous voyez comment j'ai balayé comme ça au niveau de la géostratégie des alliances entre les grandes puissances en rapport avec les attaques du 11 septembre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc tirer de tout ce que je viens de vous expliquer? Le premier élément, c'est que en Afrique, il y a un regain des coups d'État que les gens ne comprennent pas. Qu'on soit en Centrafrique, cela a échoué tout simplement parce que les Russes étaient sur place. Que vous soyez au Tchad, l'assassinat de Idriss Déby pour être remplacé par son propre fils. Si vous êtes au Mali, la chute, n'est-ce pas, du président Boubacar Keïta, n'est-ce pas? Quand vous allez en Guinée, vous avez la chute de Condé qui est remplacé par un autre soldat. Et tout cela, c'est dû, n'est-ce pas, à la chute de Kadhafi. C'est-à-dire qu'il fallait balayer Kadhafi au nord de ces pays-là pour faire le chantage de la lutte contre le terrorisme, profiter de cette lutte contre le terrorisme pour former des soldats qui devaient remplacer les chefs d'État africains démocratiquement élus. Et c'est une espèce de repositionnement des États-Unis sur tout le Sahel, n'est-ce pas, africain. Déjà,
à partir de la chute de Mohamed Kadhafi. Et dans cette configuration-là, vous voyez que l'OTAN est en train de positionner, n'est-ce pas, ces hommes de lige sous forme de soldats pour mieux contrôler la Russie et la Chine qui occupent progressivement les grands lacs, c'est-à-dire Djibouti, la Centrafrique. Et le jeu intéressant, c'est le jeu de Paul Kagame. Paul Kagame a fait alliance avec le président Touadéra, alors que Paul Kagame, pour reconstruire son pays, a eu besoin des États-Unis et de l'exploitation, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Et dans cette configuration, vous voyez qu'il y a un jeu d'équilibrisme entre les dirigeants africains dans le cadre, n'est-ce pas, de ces combats géostratégiques que je viens de vous évoquer. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour la lutte des changements en Afrique? Ce que chaque Africain doit comprendre dans ces combats que je viens d'évoquer là, c'est qu'il est absurde de faire croire naïvement aux peuples africains qu'il suffit d'avoir des accords avec des pays occidentaux pour se protéger contre les représailles de ces pays-là. Alors, si vous observez bien, les dirigeants africains qui sont tombés dans le coup des coups d'État, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des alliés des Occidentaux. Ils ont effectivement joué le jeu en acceptant de défendre les intérêts des pays occidentaux majeurs, sauf que lorsqu'ils se comportent comme ça, ils se coupent de la base qui est le peuple. Il y a donc ce que j'appelle la crise de légitimité de nos pays, de nos dirigeants africains. Et dans cette configuration-là, ils ont un double problème. Ils ne sont pas toujours capables de satisfaire les besoins des pays occidentaux qui les protègent. Mais plus grave, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour mener une politique nationale, une politique domestique qui empêche, n'est-ce pas, des contestations de leur pouvoir. Donc il y a donc un problème de légitimité déjà auprès du peuple africain. Et ensuite, un problème de confiance entre leurs alliés occidentaux qui les installent au pouvoir. Et l'autre élément qui est important, c'est l'intervention de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Je veux vous rappeler ici que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est un peu comme les huissiers. Ce ne sont pas les banques ordinaires. Le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale n'intervient que dans les pays en faillite. Donc quand vous avez le Cameroun aujourd'hui qui célèbre les prêts d'argent auprès du Fonds monétaire international ou bien de la Banque mondiale, c'est vraiment comique. Parce que la vérité est que nous sommes en faillite. Il faut donc les accords avec ces banques-là pour restructurer notre économie, ce qu'ils appellent le plan d'ajustement structurel. Et dans cette configuration-là, nous n'avons pas de politique économique. La seule politique qui est valable au Cameroun aujourd'hui, c'est une espèce de politique pour payer la dette. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale intervient dans ce cadre-là pour aider le Cameroun à payer ses dettes. C'est tout. Comment est-ce qu'on peut nous dire qu'on a une politique économique alors qu'il y a deux huissiers au sommet, n'est-ce pas, du Cameroun pour effectivement nous aider à payer notre dette? Donc il n'y a même pas de politique économique au Cameroun. Ce qu'on nous vend comme étant l'émergence 2035, c'est du mirage. Ça, c'est la blague. Ça n'a pratiquement aucun sens. Si vous ajoutez donc à ça la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, la guerre contre Boko Haram, la crise post-électorale et la pandémie du Covid-19, vous avez là une confluence, n'est-ce pas, de problèmes qui peuvent pousser à l'instabilité du Cameroun. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si nous voulons être sérieux, c'est le moment d'aller au dialogue au plus vite. C'est ça que nous voulons que les gens comprennent. Vous ne pouvez pas être en difficulté de payer les dettes. Vous avez à votre sommet la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui sont comme les huissiers, et vous vous lancez dans une guerre aveugle contre une partie du pays. Or, quand vous vous comportez comme ça, vous coupez non seulement une partie du recette qui aurait pu nous aider à payer la dette, mais vous créez la désolation au sein de la population où il y a les lots de morts qui
menace dangereusement la stabilité de tout le pays. Ça, c'est la vérité. Et il y a encore un élément important. La guerre contre Boko Haram, là, c'est un peu comme la guerre du terrorisme que je viens de vous évoquer. Il y a une cause lointaine à la guerre contre le terrorisme parce que la misère crée un terreau pour recruter les terroristes. C'est aussi simple que ça, pour ceux qui peuvent comprendre ce que je viens de dire. Les nordistes, dans notre pays, se sentent en quelque sorte abandonnés par le gouvernement central et des pays importants comme le Nigeria, qui a extrêmement le pétrole, parce que le Nigeria est l'un des membres de l'OPEP, ont sur leur sol un problème de sécurité avec Boko Haram. Alors, pour se protéger contre la puissance de feu de l'armée nigériane, ces rebelles de Boko Haram font des incursions sur le territoire camerounais, n'est-ce pas, à la lisière du lac Tchad et un peu partout dans l'Adamawa, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi le Cameroun aurait eu un intérêt important de collaborer avec le Nigeria pour circonscrire le mouvement de ces rebelles terroristes. Mais la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest est particulière, parce que là, vous avez les Camerounais qui se plaignent de la marginalisation, qui n'ont pas été écoutés pendant très longtemps et qui ont pris les armes pour lancer un mouvement de succession. Alors, voilà des problèmes politiques qui nécessitent des solutions politiques, mais notre gouvernement continue à faire la sourde oreille. Alors qu'en réalité, l'intelligence pour l'administration camerounaise aurait été de cesser d'être arrogante pour engager des négociations sérieuses à l'intérieur du pays afin de circonscrire ces conflits localisés qui ont, n'est-ce pas, un impact dans la stabilité de tout le pays. Parce que avant, au début de ce conflit-là, les intellectuels camerounais sont allés à la télévision pour dire que voilà, il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de marginalisation d'anglophones, il n'y a pas de crise anglophone, il n'y a pas de guerre anglophone, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, le langage a changé 5 ans après. Il y a des milliers de morts, il y a des soldats qui meurent, il y a la crise économique qui se pointe. Vous comprenez? Quand vous ajoutez à cela la pandémie du Covid-19, vous comprenez? Vous voyez à peu près l'image que j'essaie de présenter. Bon, alors, ici, à Fourmi-Mayon, nous voulons en quelque sorte vous faire ce genre d'analyse froide, n'est-ce pas? Pour attirer l'attention de la société civile au Cameroun, en sorte qu'elle se prenne en main et qu'elle comprenne qu'à un moment donné, il faut un sursaut patriotique pour sauver le pays. Ce n'est pas le silence ou bien la peur de ce que le gouvernement peut faire à la société civile qui peut sauver notre pays. Ce qui peut sauver notre pays, c'est notre sursaut patriotique, de prendre des risques, d'élaborer méthodiquement des analyses qui peuvent attirer non seulement l'attention des pouvoirs publics, mais également l'attention de la communauté internationale. Vous dites, écoutez, nous ne sommes pas les animaux. Nous avons une classe politique intelligente. Nous avons des intellectuels capables. Nous avons une diplomatie redoutable qui soit capable, n'est-ce pas, de défendre les intérêts supérieurs du Cameroun, mais qui peut également ménager certains pays occidentaux pour éviter la politique interventionniste de ces puissances occidentales sur le sol camerounais. Voilà autant d'enjeux. Alors, on peut comprendre le désir du pouvoir en place de confisquer ce pouvoir-là. On peut comprendre cela. Mais à un moment donné, il faut être extrêmement intelligent. Avec beaucoup de finesse, on peut arriver à créer une situation de consensus à l'intérieur du pays où on essaie de perfectionner le système avec un système d'union, d'un gouvernement d'union nationale qui attire à tous les bords politiques des éléments, n'est-ce pas, de notre pays
qui ont des compétences suffisantes pour sortir le Cameroun du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Or, on ne peut pas avoir ce consensus-là avec des extrémistes, des gens égoïstes qui pensent qu'ils sont la solution à tous les problèmes de notre pays. Je veux rappeler ici que la diversité ethnique au Cameroun est un sérieux problème. Au lieu que le gouvernement profite de cette diversité-là pour cultiver la tolérance, on exacerbe plutôt le tribalisme à l'intérieur du pays. Ce qui est un danger parce que cela ouvre la porte à l'intolérance. Cela ouvre la porte à la violence politique. Et cela menace la stabilité de tout le pays. Au lieu de nous claquemurer dans la politique identitaire, il devient plutôt urgent de parler des vrais problèmes de notre pays et de nous départir de la loyauté en faveur de nos communautés. De travailler comme des intellectuels en mettant en avant notre compétence pour aider le gouvernement à sortir de ce goulot d'étranglement et pour donner une chance aux futures générations au Cameroun. Parce que si nous nous lançons dans une guerre civile comme c'est le cas en Afghanistan, je vous ai expliqué que les Afghans sont des nationalistes. Depuis 60 ans, ils sont en guerre. Mais en contrepartie, lorsque vous voyez l'Afghanistan, il y a quoi? C'est la misère, c'est la désolation. C'est un pays occupé. C'est un pays qui ne peut pas vivre. C'est un pays qui est complètement asphyxié. Lorsque vous regardez un pays comme la Syrie, c'est également la même situation. Même comme les Syriens sont des nationalistes, ils résistent. Ils ne laissent pas. Des milliers de morts chaque jour dans ce pays. Quand vous voyez la situation de la Libye, la même chose. Les Libyens ne fuyaient pas leur pays, mais aujourd'hui la misère s'est installée un peu partout. Bon, ça ne veut pas dire que moi je sois en train de défendre le dictateur. Ça veut simplement dire qu'il est de l'intérêt de nos dirigeants d'essayer de comprendre la population et de travailler au modèle politique qui facilite le consensus et qui donne la possibilité de dialogue, qui donne la possibilité aux populations de se réconcilier pour arriver, n'est-ce pas, à des formules politiques qui créent l'apaisement, qui créent le consensus et qui sortent le pays de la situation conflictuelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons besoin de tout le monde dans ce genre de configuration. Il ne s'agit plus de prêcher au désert, d'être dans les extrêmes, de donner l'impression qu'en dehors de moi, c'est le virage. Il faut simplement rassembler plus large pour voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour notre pays à partir du moment où ils ne sont pas dans la compromission. Vous comprenez? Les valeurs intellectuelles, ça existe dans notre pays. Nous pouvons utiliser ces intellectuels-là dans le cadre de la société civile, sans toutefois forcer les gens à rejoindre automatiquement le RDPC. Pourquoi on ne peut pas créer un cadre de travail entre des Camerounais, peu importe leur affiliation politique, pour trouver des solutions intellectuelles à notre problème? Voilà la solution. Nous avons une société civile, nous avons des intellectuels qui peuvent jouer ce rôle-là, sans toutefois afficher leur affiliation politique. Moi, je suis à l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, du docteur Adamou Danjoué de regretter mémoire. Mais je ne peux pas être mal à l'aise à échanger avec des Camerounais de la société civile qui veulent faire avancer notre pays. Je n'ai pas ce problème. Mais si je suis persécuté pour mes idées, pour mon libéralisme, pour ma façon de voir, qui va au-delà, n'est-ce pas, des considérations partisanes, si les gens m'attaquent tout simplement parce que je suis Bamoun, il n'y a aucun intérêt pour moi de vendre ma dignité pour commander la validité à l'intérieur de notre pays. Vous comprenez? Il n'y a pas à diviser les Camerounais entre les Camerounais de la diaspora et les Camerounais de l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Pratiquement aucun sens. Regardez où cette politique nous a amenés dans la guerre civile. Il n'y a pas à se radicaliser, n'est-ce pas? Parce qu'on est au gouvernement et qu'on a peur de perdre le gouvernement. Vous comprenez? De la même façon, nous étant dans l'opposition, nous devons aussi être pragmatiques. Nous devons être intelligents sur le plan purement stratégique. Que les intérêts supérieurs de notre pays sont en jeu. Si nous nous lançons dans une guerre civile, cela ne peut profiter à aucun Camerounais. Cela va plutôt profiter aux Occidentaux qui fabriquent les armes. Parce que les Camerounais ne fabriquent pas les armes. Il n'y a pas sur le sol camerounais une usine identifiée qui soit capable de fabriquer les armes. Nous achetons cela de l'extérieur. Pourquoi est-ce que nous allons utiliser le peu de moyens que nous avons pour acheter les armes et nous entretuer? C'est ça la question stratégique. Quand on est intelligent sur le plan politique, on n'a pas besoin des armes. On a plutôt besoin de l'intellect
pour trouver des solutions stratégiques capables de nous extirper des situations conflictuelles. Et c'est de ça que nous parlons tout le temps. C'est de ça que nous parlons. Nous essayons d'amener les Camerounais sur le territoire des idées, sur le territoire des débats, et non sur le territoire de belligérance. Je n'ai aucun intérêt à ce que les francophones se battent dans une guerre contre les anglophones. Ça n'a pas de sens. Surtout que ces deux termes-là me mettent tellement mal à l'aise. Que ce soit l'anglais ou la langue française. Ce ne sont pas les langues camerounaises. Alors, ce sont les langues d'emprunt que nous avons utilisées essentiellement pour des besoins de communication sur le plan officiel. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Cameroun, héritées de la colonisation française et anglaise au Cameroun. Mais ces langues-là ne peuvent pas nous donner une identité camerounaise. Ce sont les identités d'emprunt. Je n'ai pas besoin de me prononcer au Cameroun comme un francophone. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire être francophone? Je suis un Camerounais, point. Je suis aussi Bamoun. Donc l'identité qui colle avec moi, c'est une identité naturelle qui est ethnique. Cette identité me vient de ma communauté Bamoun au Cameroun. Je peux cesser d'être Camerounais si je prends par exemple la nationalité américaine, sans toutefois cesser d'être Bamoun, parce que je vais parler la langue Bamoun, même étant aux États-Unis. Et les Américains vont m'appeler Américain d'origine camerounaise, sur la base de mon identité ethnique. Donc, l'ethnie, elle est importante. Mais elle ne devrait pas nous servir de cellule, nous enfermer dans la politique identitaire, nous coincer dans la haine tribale. Ce sont les identités de référence qui nous aident, n'est-ce pas, à épouser nos communautés à l'intérieur du Cameroun pour nous identifier à cette communauté-là et pour nous aider à nous reconnaître comme des Camerounais. Maintenant, une fois passé cette étape-là, il est de notre avantage d'aller vers d'autres communautés au Cameroun pour créer l'État-nation. C'est ça le plus important. Maintenant, quand on crée l'État-nation, on a intérêt à comprendre qu'il y a des prédateurs. Des prédateurs qui sont les puissances occidentales qui ont atteint un niveau d'industrialisation très avancé que nous n'avons pas. Je vous rappelle que le Cameroun n'a pas encore à cet âge l'industrie. Tout ce que nous pouvons apporter dans le commerce international, ce sont nos matières premières, à vil prix, parce que nous ne les transportons pas sur place. C'est ça la vérité. Alors, maintenant, nous sommes à la merci des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, et à la moindre mesure, la Russie. Nous n'avons pas de transfert de technologie venant de ces pays-là, parce qu'ils n'ont aucun intérêt que nous ayons l'industrie. Mais nous avons le Nigeria à côté, qui a atteint un niveau de développement fulgurant, qui a l'industrie. Il suffit de signer un pacte économique avec le Nigeria, par exemple, qui est notre voisin, pour contourner la France. Mais parce que nos dirigeants, sur le plan stratégique, ne veulent pas prendre le risque de fâcher la France, ils ne vont pas accepter de faire cela. Voilà comment nous sommes coincés dans les contradictions. Voilà comment nous vendons un discours panafricaniste creux qui n'a pas de substance. Et voilà comment, par la suite, nous devenons davantage pauvres. Nous ne sommes pas capables d'avoir de l'électricité dans notre pays, avec des grands fleuves. Nous n'avons pas la possibilité de développer une industrie au Cameroun, exactement parce qu'il y a une crise énergétique au Cameroun, qui est corollaire à la mauvaise politique de la structuration de votre modèle économique. Nous avons des penseurs, nous avons des intellectuels au Cameroun qui peuvent réfléchir sur tout cela. Mais ils sont plutôt occupés à se battre pour les postes dans le gouvernement. Or, le gouvernement en lui-même ne produit pas les biens. Le gouvernement est un régulateur. Nous n'avons pas de tissu économique puissant, nous n'avons pas d'industrie, nous ne produisons pratiquement rien et nous importons tout avec le peu de devises qui sont à notre disposition. Alors, voilà donc l'État jacobin qui souffre du néocolonialisme. Et dans cette configuration-là, cela fait l'affaire des multinationales. Vous avez Bolloré qui contrôle les ports du Cameroun. Et vous avez la France qui profite, n'est-ce pas, de cela pour gagner les marchés à l'intérieur de notre pays. Et vous avez des Camerounais qui n'ont pas les moyens de se lancer dans l'entreprise privée. Voilà les problèmes. Donc,
Comment est-ce qu'on peut donc développer le Cameroun si on ne peut pas comprendre que pour arriver au développement, nous devons passer par l'industrialisation de notre pays? Et comment on peut industrialiser le Cameroun si on n'a pas de l'énergie, si on n'a pas de l'électricité? Comment pouvons-nous avoir de l'électricité s'il n'y a pas une volonté politique de nous donner cette indépendance énergétique? Voilà autant de questions. Alors, au lieu de vendre l'illusion aux Africains dans des discours panafricains enchanteurs, dans les rêves qui n'ont pratiquement aucun sens, il faut que les Camerounais commencent à être pragmatiques. Moi, je vous parle ainsi parce que je suis allé dans les universités américaines. Ça fait 15 ans que moi, je suis avec les Américains. Et là, je commence à comprendre les enjeux économiques dans les discours politiques. Si je vous parle comme ça, de manière détachée, c'est parce que cette expérience dans la formation me donne la possibilité d'avoir les éléments d'analyse qui peuvent m'aider à comprendre non seulement les Occidentaux, mais aussi les Africains. Mais chez moi, au Cameroun, les gens veulent créer une guerre entre la diaspora camerounaise et ceux qui sont restés au pays. Vous avez déjà vu un pays qui s'est développé sans sa diaspora? Ça n'existe pas. Que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit l'Iran, que ce soit le Brésil, tous ces pays émergents aujourd'hui le sont grâce à leur diaspora. Mais au Cameroun, le débat est coincé dans la double nationalité. N'est-ce pas? Et ce qui est amusant, on se comporte au Cameroun si les gens avaient même envie de garder la nationalité camerounaise. Donnez-moi une seule raison d'être fier de garder la nationalité camerounaise. Une seule. Il ne faut pas que les gens se coincent dans la fausse fierté, dans le chauvinisme qui n'a pas de sens, dans un patriotisme aveugle, dans un nationalisme suicidaire. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Hein? Moi, je suis Camerounais. J'ai la nationalité camerounaise. Je vis sur le sol américain. Mais, si je ne regardais que le comportement de l'administration camerounaise, ou bien le comportement de nos ambassades, c'est que je ne suis plus Camerounais. Parce que vous imaginez quelqu'un qui travaille, qui a besoin de son passeport pour voyager, et vous envoyez un dossier à l'ambassade et ça fait 1 an et vous n'avez pas de passeport. Qu'est-ce qui vous forcera à garder cette nationalité-là? Vous comprenez? Rien que pour des mesures administratives, pour voyager. Il est plus facile pour un Camerounais de voyager avec un passeport américain ou bien un passeport français. Parce que si vous avez le passeport camerounais, à chaque fois, on va vous interpeller dans les aéroports. On va vous suspecter d'être un malfrat, alors que vous ne l'êtes pas. Vous comprenez? On peut vous refouler dans certains pays. Or, avec le passeport américain, ce n'est pas le cas. Vous pouvez voyager dans plusieurs pays. Vous comprenez? Donc, mais au Cameroun, de manière ironique, ceux qui sont au pouvoir, qui vous donnent l'impression d'aimer le pays, qui vous donnent l'impression d'être fiers d'être Camerounais, parce qu'ils ont ces avantages-là. Ils vous disent que voilà, on ne veut pas la double nationalité parce que machin, alors qu'ils sont dépassés par la gestion du Cameroun. Dites-moi, ceux qui sont mieux formés là, c'est au Cameroun ou bien aux États-Unis? Non, dites-moi. Parce que, parlons un peu de l'éducation. Vous connaissez tous le système éducatif du Cameroun. Moi, je connais l'éducation au Cameroun. Je suis passé par là. J'ai fait au moins 8 ans à l'université. Donc, je sais comment former les étudiants. Et je peux vous dire, en toute sincérité, que c'est la catastrophe aussi. Donc, ce que les gens ignorent souvent, c'est que chez nous, on se débrouille à distribuer les diplômes aux gens. Mais en termes d'expérience, il n'y a pas de substance à nos diplômes. Soyons honnêtes. Quand je prends ma situation, je peux vous dire la vérité. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai compris qu'il y avait un vide dans ma formation. Il fallait donc rattraper un retard important. Et ça nous a pris au moins 10 ans pour commencer à avoir une espèce de stabilité sur le plan intellectuel. Je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de valeur à nos diplômes au Cameroun. Je vous dis ça pour dire qu'après le diplôme au Cameroun, on a encore besoin de se former pendant au moins 5 ans pour être compétitif. C'est ça la vérité. Dire cela, ça ne veut pas dire que j'insulte le Cameroun. Parce que les gens sont toujours prêts à dire que voilà, ils sont hors du pays, ils insultent le pays, ils manquent du respect à nos institutions. Non. Vos institutions, chez nous, ont un problème. Un problème de gestion
un problème de planification et un problème de professionnalisme. Regardez un peu la FECAFOOT. Ça bloque pourquoi? Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, à traiter avec la communauté internationale. Le faux ne passe pas facilement avec la communauté internationale. Vous comprenez? Depuis 2008, on ne parvient pas à normaliser la FECAFOOT. Pourquoi? Parce que tous ces faussaires-là, qui portent les titres de professeurs agrégés et tout, sont incapables de rédiger un test normatif pour réguler le football camerounais, par exemple. Voilà la vérité. Alors, des gens qui sont incapables de rédiger les statuts, le règlement intérieur du football, vous pouvez compter sur eux pour rédiger une constitution pour le Cameroun? Non. Vous pouvez compter sur eux pour dire la vérité par rapport aux élections dans notre pays? Pas du tout. Quand ils ont confisqué tout ça, ils chassent les Camerounais. Voilà pourquoi vous voyez les Camerounais qui meurent au désert ou bien qui se noient dans la Méditerranée. Voilà pourquoi vous avez la fuite des cerveaux. Et vous pensez que quand il y a fuite des cerveaux là, c'est à l'avantage du Cameroun? Non. Avec donc la guerre contre le terrorisme, pour revenir à la conséquence, n'est-ce pas, des attaques du 11 septembre, tous les circuits économiques sont devenus compliqués. Vous comprenez? On a fouillé partout. Maintenant, pour envoyer de l'argent au Cameroun, c'est des sérieux problèmes. Toutes ces transactions financières sont vérifiées. Les mouvements de capitaux à travers le monde, c'est frappé de sanctions si vous traitez avec des groupes qui sont suspectés de sponsoriser le terrorisme. C'est un problème. Et vous avez donc vos ressortissants qui vivent à l'étranger, qui sont devenus nationalisés dans ces puissants pays, et vous les traitez d'étrangers. Vous dites que vous ne voulez pas de la double nationalité, alors que les pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal et bien d'autres, ils ont appliqué la double nationalité et vous voyez le progrès fulgurant de ces pays, même le Nigeria. J'ai des Nigériens ici qui sont des médecins, des ingénieurs et tout, qui vont au Nigeria tout le temps, qui investissent là-bas et qui rentrent, n'est-ce pas, continuer leur travail aux États-Unis sans problème. Alors, si vous avez peur de la main-d'œuvre ou bien de l'expertise de la diaspora camerounaise, ça veut dire que vous ne comprenez pas les enjeux du développement. Et ça va très vite. Bientôt, nous allons être hors jeu dans le processus, n'est-ce pas, de l'industrialisation du Cameroun. Pourtant, le Cameroun est une grande opportunité parce qu'il y a une ouverture sur l'océan Atlantique. Un pays comme le Cameroun pouvait avoir même 10 ports. Et cela devait nous apporter beaucoup de devises sur le plan des importations et des exportations. Mais nous ne sommes pas à ce niveau parce que nos dirigeants ne sont pas suffisamment aguerris sur le plan de la planification pour envisager des dépenses en ce sens-là. Nous serions un pays exportateur du pétrole si nos dirigeants avaient pensé, par exemple, à nationaliser nos raffineries pour donner la possibilité aux Camerounais de vendre, non pas le pétrole brut, mais le pétrole transformé. Voilà la vérité. Voilà une analyse objective. Alors, depuis que je parle là, est-ce que vous m'avez vu insulter les gens? Non. Je vous propose là une radioscopie des enjeux économiques dans le débat politique au Cameroun, que les gens évitent. Quand nos leaders politiques se lèvent, est-ce que vous les entendez parler de tout ça? Pourtant, c'est important, non? Nous voulons quand même aussi les écouter sur ça. Et le véritable problème avec la politique au Cameroun, c'est qu'on ne prend pas suffisamment du temps pour former, n'est-ce pas, les masses critiques. Hein? L'animation du jeu politique, là, c'est la formation des partisans au sein d'une formation politique. Il faut, par exemple, enseigner l'idéologie des partis politiques aux Camerounais pour qu'ils comprennent les enjeux stratégiques. Mais nous avons des discours populistes, voilà, le gouvernement ne travaille pas bien, il faut que le gouvernement parte, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on passe tout le temps à se battre. Et au finish, notre économie est en train de stagner tout le temps. Donc, alors, comme je vous avais dit, c'est intéressant d'échanger avec vous tout le temps. J'ai constaté que quand ça dure longtemps, ce n'est plus très intéressant. Mais je voulais profiter de notre rencontre ce dimanche pour évoquer les conséquences des attaques du 11 septembre. Je crois avoir été suffisamment clair avec des exemples illustratifs en élaborant certains points géostratégiques
et aussi en revenant au Cameroun pour ne pas être aérien, pour vous parler des conséquences de certaines décisions qu'ils ont prises à Washington, qui ont de l'impact de ce que nous vivons sur place. Et c'était un prétexte, n'est-ce pas, pour attirer votre attention de pouvoir toujours organiser le jeu politique en tenant compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur le plan diplomatique, parce que c'est très important. Nous avons assisté à des débats politiques où le pan purement diplomatique, n'est-ce pas, n'est même pas abordé. On ne sait pas quelle sera la politique étrangère du candidat qui aspire à être président de la République. Comment est-ce qu'il compte clarifier notre relation avec la France? Quand on parle de la France-Afrique, qu'est-ce que lui, il envisage faire clairement et de manière concrète pour défendre vigoureusement les intérêts de notre pays? En termes de multilatéralisme, quelle est la politique du Cameroun sur le plan purement diplomatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on ait le courage d'aborder ce genre de questions. Et à partir de là, on peut faire des projections dans le futur. On peut même commencer à rêver. Il faut que les jeunes Camerounais s'impliquent parce que c'est notre pays. Tous ces octogénaires-là, ils sont en train de partir. Chaque mois, là, vous les entendez disparaître. Ils meurent. On n'a pas besoin de les attaquer pour qu'ils meurent. Ils ont atteint la fin de leur cycle. Et ils doivent partir, naturellement, ou sous d'autres formes. Alors, nous ne pouvons pas être âgés de 20 à 50 ans et abandonner notre pays entre les mains des vieillards. Non. C'est pour cela que vous n'allez pas me voir en train de railler dans la toile contre ces vieillards qui sont des aïeux pour moi. Parce que pourquoi voulez-vous que j'aille me battre avec des aïeux? C'est un système qui est entretenu pour nous martyriser et nous opprimer et nous maintenir dans la dépendance économique. Ça, c'est la vérité. Maintenant, nous sommes suffisamment équipés sur le plan intellectuel pour dénouer ce goulot d'étranglement. Et cela va se passer dans l'intellect. Il faut de la compétence pour comprendre cela et expliquer cela aux jeunes Camerounais. À partir du moment où les Camerounais ont compris, ils vont agir. L'apathie au Cameroun aujourd'hui, c'est parce que les gens ne comprennent pas ces enjeux que je viens de vous expliquer. Si un Camerounais peut arriver à comprendre qu'il souffre aujourd'hui parce que la France ne veut pas lâcher du lest, mais il va prendre des décisions qui mettent la pression sur la France. Vous comprenez? C'est ça. Mais à partir du moment où on s'entretue sur place, sans même évoquer des problèmes que nous pose la France sur le plan, n'est-ce pas, de notre développement économique, comment est-ce que vous voulez que les gens avancent? On ne peut pas avancer comme ça. Voilà. Donc, apprenons à parler des problèmes qui fâchent avec des arguments percutants, avec une clarté déconcertante. Prenons le risque de parler des problèmes de notre pays. Cela va contribuer à l'édification des masses, cela va contribuer à l'éducation des masses et la contrepartie de cette éducation des masses, c'est que nous allons avoir une population éveillée qui ne sera plus manipulée par les dirigeants, qu'on ne va plus acheter avec les sardines, qu'on ne va plus acheter avec du pain. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à faire la vraie politique. Merci donc de votre aimable attention. Pardon. Et vous passez une très bonne soirée. C'était le docteur Abdoulaye Lazine Chari. Très bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine.